est-ce qu'il y aura succès ou échec de ces sommets? Il y aura succès du sommet. Est-ce qu'il y aura succès ou échec du partenariat? Peut-être que le partenariat, puisqu'il existe toujours et que maintenant seulement on veut le renouveler et le renforcer, mais est-ce que le partenariat, qui n'est pas en lui-même un objectif mais un moyen, pourra donner des résultats? Quels résultats? Évidemment, le sommet prévoit. Les résultats, c'est les faits, ou les objectifs, c'est les faits de financer des infrastructures, financer l'économie, etc. Bref, d'investir. Est-ce que l'investissement en soi, c'est un objectif? Non. Oui, dans la mesure où c'est un objectif transitoire, mais il ne suffit pas d'investir. Encore faut-il que le peuple africain, les États africains, nous aussi, les États européens, trouvent leur compte et qu'il y ait des transformations sur le plan social en termes de bien-être matériel pour mettre fin à la pauvreté, au chômage, au mouvement migratoire que nous déplorons tous, et permettre aussi à l'Europe de se sauver. Parce que nous avons dit que les investissements se feront, ce partenariat a pour objectif, pour l'Europe et pour l'Afrique, de se tenir prêts et affronter les défis mondiaux, dont celui du dérèglement climatique, mais aussi celui de la prochaine guerre. Ça fait partie, je n'ai pas épinglé ça au départ, la prochaine guerre en perspective entre l'Occident et l'Orient pour les matières premières, toujours en Afrique. D'où l'intérêt pour l'Europe, qui a l'avantage d'avoir un partenariat privilégié avec l'Afrique, en ce que historiquement, ces deux continents sont les voisins les plus proches, mais historiquement aussi, on a une même histoire. Donc il faut que l'Europe en profite. Est-ce qu'il y aura succès? Des hypothèses que nous allons soumettre à la discussion sont possibles. La première hypothèse, c'est la réussite et les succès. Pas parce que les investissements auront été financés, mais aussi et surtout parce qu'il y aura des résultats sur le plan social pour les populations respectives des deux continents. Ça, c'est les scénarios de succès qui supposent ou présupposent que les deux continents vont exploiter les opportunités qui existent entre eux. Nous parlerons de ces opportunités, mais aussi et surtout auront relevé les défis liés aux contraintes, aux obstacles qui bloquent le développement de l'Afrique. Nous en parlerons, les différents obstacles, nous les connaissons tous. Ça, c'est les scénarios du succès. Exploitation des opportunités complémentaires, des réformes pour transformer l'Afrique ou les États africains en démocratie, etc. Travailler à la sécurisation et à la stabilité des institutions. La deuxième hypothèse, c'est celle de l'échec. L'échec est toujours une hypothèse possible et très probable même d'ailleurs, mais ça signifie qu'il y aura échec du partenariat en termes de résultats si l'Occident continue à rester dans le même logiciel qui veut que finalement c'est le capitalisme qui vient chercher les ressources naturelles en maintenant l'Afrique dans la division. À l'époque, nous des gauches, nous appelions ça la division internationale du travail, qui fait que l'Afrique soit tout simplement un réservoir de matières premières, mais aussi un espace où on vient écouler les produits finis de l'Occident. Et l'Afrique, se développant pas, les capitalismes cherchent toujours à accumuler la richesse et ne continuent pas les réinvestissements pour développer l'Afrique. Bien sûr qu'il y a aussi l'Afrique elle-même qui pourra contribuer à cet échec avec la gouvernance actuelle. Bien, merci pour cette question. Vous me donnez l'occasion de donner mon point de vue là-dessus. D'abord, l'Europe n'est pas compétente pour parler des frontières. D'abord le principe. Mais dans la pratique, ils ont annoncé, et dans la presse, les programmes. C'est l'ONU qui peut parler de cette question. Et puis le reste dépend de nous. Le reste dépend de nous. On va balkaniser. Moi, ce dont j'ai peur, c'est l'implosion du Congo, du fait de nos contradictions, plus que l'explosion à partir d'un pays voisin. Quel est ce pays qui peut occuper le Congo aujourd'hui? Il y a une occupation politique en termes de leadership sur nos dirigeants. En ce que, vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit, je vais dire ça en lingala parce qu'en français c'est compliqué.
Ceux qui moi na soso à tout d'ici sans nzungu. Moi na soso, hein, un petit poussin dans une grosse assiette, vous le mettez pour une grosse marmite, voilà. Donc vous sentez. Nzungu et tout dit c'est que maman n'a rien assez. Voilà. Donc on nous malmène par nos voisins parce qu'il y a des gens qui par compassion au Rwanda pour ce qui est arrivé et qui nous attristent tous, même si nous Congolais on n'y a été pour rien. On entête ce petit pays qui a tout intérêt à être bien avec le Congo parce qu'on est des frères. Ils ont la chance d'être à côté de nous. Cette chance en perspective dans la mesure où que nous-mêmes, nous mettons fin à nos propres contradictions. Eh bien, ils pourront... Vous savez, nous pouvons absorber le Rwanda. C'est-à-dire que, bon... D'abord, je n'ai jamais passé parlant de la balkanisation. La balkanisation est déjà des faits, elle ne sera jamais des droits. Elle est des faits en ce que le Congo n'échange pas avec lui-même. Il y a des zones enclavées telles que, à partir du centre avec le Kasaï, enclavées à l'intérieur, c'est-à-dire des échanges inter-provinces, mais aussi inter-provinces, mais aussi par rapport aux autres provinces, nous n'avons pas fait des routes. Et c'est ça qui fait que nous sommes de facto balkanisés. Beaucoup de provinces, surtout celles qui sont à des frontières, travaillent plus avec des monnaies étrangères qu'avec leurs frères ou leurs sœurs jumelles à l'intérieur du pays. C'est de ça que j'ai peur. J'ai peur aussi de la crise sociale qui crée beaucoup d'immigration à l'intérieur du Congo et le fait que les gens, face à cette pauvreté, commencent à se détester. Mais aucun pays ne pourra balkaniser le Congo. Les Rwandais ne pourra jamais nous attaquer. Ils peuvent venir attaquer le régime. Encore que là aussi, en attaquant un régime, il ne faut pas, je vais dire en d'autres termes, qu'ils ne peuvent pas attaquer le Congo et réussir à avoir raison du peuple congolais. Ils peuvent avoir raison du régime. Mais ces régimes, pour le faire tomber, ça doit être avec l'accord des Congolais. Vous voyez comment ça s'est passé avec les impairs? C'est parce que les Congolais ont accepté que Kabila vienne, même si on ne savait pas très bien au niveau de l'opinion publique qu'il venait sur les chars des pays voisins. À ce moment-là, ils peuvent entrer, mais jamais pour occuper physiquement le Congo, parce que les Rwandais, ils sont 12 millions, même s'ils entraient tous, ils vont se perdre dans nos forêts. Ils vont se perdre. 12 millions, on va les absorber, ils peuvent vider le Congo, encore qu'à ce moment-là, nous serons obligés nous-mêmes d'aller habiter là-bas. Et donc, les Rwandais et le peuple rwandais va disparaître. Donc, je dis, il n'y a pas de balkanisation, même l'Occident, si l'Occident le décidait, si nous ne voulons pas, ça ne se fera pas. Pour balkaniser le Congo, avec d'autres puissances qui viennent se diviser le Congo et se partager. Je n'y crois pas personnellement. Peut-être que je suis naïf. Tant mieux pour moi d'ailleurs, je préfère être naïf pour avoir encore de l'espoir. Donc, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Et ceux qui souhaitent cette balkanisation en diffusant une telle information, je leur dis de ne pas compter sur le peuple congolais. Cette terre de Lumumba, on a beaucoup donné. Et nos ancêtres politiques, nos pères fondateurs ont payé la facture. Il n'y aura pas de balkanisation du Congo. Peut-être implosion entre nous, mais nous finirons par trouver la solution. Nous avons beaucoup de contradictions au sein de nos institutions, beaucoup de contradictions entre Africains. Qui fait mal à l'Afrique? C'est elle-même. Qui fait mal au Congo? C'est des Africains. Alors nous allons mener la réflexion avec les Rwandais, l'Ouganda sur quelle force il faut pour protéger qui contre qui. Vous voyez ça? Le problème, de manière générale, c'est la même réponse. Oui, c'est vrai, même les terroristes, là je m'interroge, peut-être que ça commence à exister du fait de la misère. Il faut une solution parallèlement sur le plan militaire pour dissuader, mais il faut une solution économique et faire que ces jeunes ne se fassent pas recruter, appâtés par ceux qui ont des moyens et qui les utilisent pour des causes qui sont des causes de conquête et d'exploitation. Bien sûr que nous-mêmes, on est entré dans cette logique de l'exploitation du fait de nos contradictions, du fait de nos faiblesses, du fait de la pauvreté. Je pense que l'Union européenne et l'Union africaine vont lever les options qui transcendent nos contradictions, y compris nos contradictions en tant qu'Africains et le monde capitaliste qui entretient quelquefois ce genre de groupe pour prendre les minéraux en exploitant artisanalement et prendre des pans importants des gisements pour investir
et prendre les richesses aux dépens des populations. Donc j'ai dit, ces partenariats, il faut faire en sorte que l'Afrique crée la richesse, permettre aux États d'avoir une bonne fiscalité qui s'assied sur les ressources économiques ainsi mobilisées, afin que ces États aient des budgets qui leur permettent de financer des armées, d'élaborer des armées républicaines. C'est chaque État qui doit se défendre. Et même s'il y a une force internationale qui vient, il doit venir en appoint à une force nationale, une force armée nationale, qui elle-même peut défendre la patrie en ayant l'appoint et le soutien de ceux qui viennent de l'extérieur. Si le pays en lui-même n'a rien comme armée, parce que l'armée et la défense est un attribut de souveraineté. Et il y a une trilogie en matière de souveraineté. Il faut avoir une bonne économie. Ça se résume à la monnaie, avoir une bonne monnaie, premier attribut. Avoir une armée qui dépend des bonnes finances qui peuvent équiper cette armée. Et puis une diplomatie qui, elle aussi, dépend de la capacité de défendre pour peser dans les concerts des nations quand on négocie. Tant que nous n'aurons pas ça, nous serons toujours victimes, y compris de nos propres frères qui entrent dans la bourse pour chercher à manger. Donc, moi je pense que la solution à cette question passe par la souveraineté des États, qui passe par le développement économique. C'est en cela que les partenariats Europe-Afrique m'intéressent, dans un contexte où il y a les enjeux mondiaux qui obligent l'Occident, pour se sauver, et pour qu'on se sauve ensemble et sauver l'humanité, doit construire un partenariat existentiel avec l'Europe, parce que nous serons tous emportés si nous n'y travaillons pas. L'Europe ne pourra pas le faire avec la Chine, l'Europe ne pourra pas le faire avec les États-Unis, sauf à accepter d'en être un supplétif. L'Europe le fera avec, parce que l'Europe a toutes les connaissances techniques, a toutes les ressources financières, et avec l'Afrique, l'Europe pourra se positionner et peser dans les concerts. C'est ce couple-là qui peut sauver l'humanité. C'est ce couple-là qui fera que l'Europe soit acceptée, sinon elle se fera manger. Et parce que si la guerre, c'est la guerre pour les minéraux, et si l'Europe continue à considérer l'Afrique comme un gibier ou une proie, elle ne sera pas suffisamment forte et n'aura pas les partenariats de l'Afrique. Et l'Afrique se fera capturer par les plus puissants que l'Europe, et avec elle aussi, l'Europe se fera manger par les puissants. Donc il faut le couple pour être puissant et jouer dans les concerts des continents en présence. Donc en réponse à votre question, ce sont les États. Et ces États, il faut les viabiliser de par les partenariats Europe-Afrique, de manière à ce que nous nous sauvions, qu'on sauve l'humanité, parce que c'est l'Afrique qui a l'essentiel des ressources naturelles, dont l'humanité, l'Occident dans son ensemble, mais l'Orient aussi.